rejoint. Peut-être pour répondre à Arnaud Mercier, mais au-delà, puisque Respect Zone était cité comme partenaire de la campagne Hack for Good de Facebook, Philippe Cohen nous dira un mot d'abord de Respect Zone, sa raison d'être, de cette campagne, et puis on ne restera pas, enfin, et puis après on élargira la perspective à d'autres champs de cette société numérique. Merci, merci beaucoup d'avoir donné la parole à une association, à une ONG, à une Civic Tech, qui développe des nudges. Un nudge, c'est comment est-ce qu'on se comporte mieux, donc avec un message positif. C'est pas juste contre la haine, contre l'homophobie, contre la discrimination, etc., puisque c'est un peu compliqué de faire une liste. Donc on a fait le choix de choisir ce pourquoi on est pour. C'est pour le respect numérique, puisqu'on passait de la table ronde qui était précédente sur l'homo numericus. Il est souvent violentus. Donc on va essayer de le rendre ethicus. C'est un peu notre travail à tous. Alors toutes les entreprises et tous les acteurs du monde des médias ont à dire des choses. Alors Facebook a participé à cet effort. Ils ont beaucoup de progrès à faire. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont aidé. Mais c'est bien aussi que certaines entreprises numériques et médiatiques se prennent en main aujourd'hui et se disent on a un rôle à jouer. On ne peut pas rester silencieux lorsque Internet et les réseaux sociaux sont des endroits de pugilat violent où la civilisation est parfois absente. La raison pour laquelle nous avons lancé cette association, qui est une initiative qui existe aujourd'hui dans 5 pays, c'est bien qu'une initiative française se développe à l'extérieur, c'est pour essayer de trouver quels sont les outils faciles à l'emploi qui peuvent aider tout le monde, y compris les acteurs en tant que personne morale, en tant qu'entreprise, à faire de l'impact social, numérique, positif. Donc on travaille avec beaucoup des entreprises, des médias, on forme, on travaille avec les écoles. Et on aide aussi à ce que les textes de loi, comme ceux qui arrivent, de manière audiovisuelle, la loi Avia, qui en ce moment est un peu chahutée aussi au niveau européen, puissent être encore meilleurs, puisque c'est vrai que c'est compliqué de faire un texte qui touche à l'expression. Et l'idée, c'est d'arriver à voir comment est-ce qu'on trouve le bon équilibre entre la liberté d'une expression qui permet un dialogue, parce que l'expression, ça doit être aussi un moment où la conversation puisse être possible, et on n'y a pas une conversation possible ou un dialogue dans un climat de l'hyperviolence. Et donc c'est pour ça qu'on travaille aussi avec des études aussi avec Dentsu qui est ici présent d'ailleurs. Alors, je voudrais qu'on revienne justement d'abord sur cette proposition de Tech for Good. Je disais tout à l'heure que c'était un peu une tarte à la crème en ce moment dans le secteur du numérique. On parlait de greenwashing quand toutes les boîtes essayaient de se remettre en marche pour lutter contre le changement climatique. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de goodwashing quand on parle de Tech for Good? Et puis surtout, moi, je connais aucune boîte qui se dit, tiens, si je ne mettais pas ma technologie au service du bien commun, si je faisais du mal à la société avec cette technologie, ce serait formidable. Donc honnêtement, est-ce qu'on est en train finalement de réinventer la roue? Benjamin Grange. Bon alors, pour répondre à votre question, 2 choses, et je commencerai par quelques chiffres. La première, c'est est-ce qu'aujourd'hui, dans la société française, il y a un sujet d'inclusion numérique ou d'exclusion numérique? Eh bien, c'est vite vu, 75% des Français, on l'a fait la semaine dernière, considèrent qu'aujourd'hui, oui, il y a un sujet d'exclusion numérique ou un problème d'inclusion numérique. On peut le prendre évidemment dans les 2 sens. Donc ça, c'est déjà la logique de base. Donc on peut dire grosso modo que les Français aujourd'hui ne sont pas naïfs quant à l'évolution du numérique et ses impacts, mais en même temps, ils sont positifs. C'est la deuxième bonne nouvelle. 60% d'entre eux considèrent également que le numérique est positif pour eux, pour leur vie et pour la société. Donc là-dessus, il y a un blanc-seing. Sauf que ceux qui disent, qui se considèrent que c'est positif, on va retrouver évidemment des CSP+, on va retrouver des urbains, on va retrouver des gens qui sont en revenus, on va retrouver toujours les mêmes. Donc ça dit exactement la même chose. Il y a un sujet d'exclusion, puisqu'en creux, vous avez ceux qui sont ruraux, ceux qui sont dans les plus bas revenus, etc., qui, eux, considèrent que non, ce n'est pas un progrès. Donc se dessine évidemment dans l'opinion publique, malgré la moyenne et les résultats qu'on peut lire de manière positive, se dessine évidemment une fracture qui est évidente. Alors après, comment les entreprises réagissent? Ça va répondre directement à votre question. Alors, en fait, et on le voit bien, dans le signe culture numérique, parce que je suis dans ce rôle-là aujourd'hui, il est clair qu'on voit bien comment les entreprises agissent.
Ce Tech for Good, oui, c'est le truc un peu à la mode. Mais ça s'inscrit dans un mouvement qui est assez long, qui est assez massif, où finalement il y a eu une prise de conscience que l'entreprise, elle ne peut plus simplement être dirigée comme elle était dirigée il y a 20 ans, avec des indicateurs de rentabilité et de valeur boursière. Il y a d'autres choses. Même les fonds américains aujourd'hui, les plus capitalistes, d'accord, les BlackRock, etc., intègrent des critères qu'on appelle ESG, des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et le numérique, finalement, rentre dedans. Alors après, on voit deux types d'entreprises. On voit celles qui, je dirais, le font par pragmatisme. Elles sont trop grosses, trop exposées, trop internationales pour ne pas avoir le côté tech for good. D'accord ? Donc c'était le greenwashing d'avant. Là, on en a tech for good. Alors, en général, c'est un exercice de communication. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui sont très bien, hein, qui sortent. Mais bon, disons que c'est des mécanismes de compensation. On continue à faire notre business comme avant, puis à côté, on se dédouane avec un certain nombre de choses qui permettent de dire, écoutez, on fait de la com. Okay, ça se voit à quoi ? Ça se voit parce que c'est de la com, ça se voit parce que le patron en fait n'en a rien à fiche, je dirais, il l'insère comme ça. Et donc il y a plein d'entreprises qui sont comme ça. C'est le premier stade, c'est du pragmatisme. Voilà, c'est du pragmatisme. On le fait par pragmatisme. Et puis il y en a d'autres qui le font par une réelle conviction. Là on le voit parce que le patron il est investi sur le sujet. Parfois certains vont, alors ça se voit en France, ils changent même la mission de leur entreprise, ils deviennent entreprise à mission. Et donc ils intègrent finalement le rôle du numérique, de l'environnement, etc. dans cette logique d'entreprise à mission. Donc ils vont beaucoup plus loin. Et là, se dessinent évidemment deux catégories. Les utilisateurs, les clients jugeront. C'est deux natures de choses. Il faut tout pour faire un monde. Mais évidemment, on a une très grande maturité dans l'appréhension de ce type de choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on voit très bien la fracture aujourd'hui sociale et la manière dont, dans la transformation de la société, il y a une perception d'inégalité, que certains doivent changer, d'autres pas, et donc ça dégénère, et on a les mouvements sociaux que l'on connaît. Dans le numérique, on a un facteur de plus. On ne l'a pas encore vu, mais on l'a. Si on regarde les chiffres de l'OCDE, dans les 5 dernières années, on a la montée évidemment de l'ensemble des demandes de postes très qualifiés, la demande de postes très peu qualifiés, et en fait toute la tranche intermédiaire est aujourd'hui quasiment décapitée. On va revenir dans un moment sur la problématique de l'entreprise face au numérique et de sa capacité à intégrer, à inclure, que ce soit d'ailleurs dans son rapport avec ses clients, enfin externes, mais aussi avec Virginie Lafleur notamment, à l'interne, comment ça se traduit dans la gouvernance et dans la pratique. Celui qui a aussi une responsabilité, quand beaucoup se sentent exclus, c'est l'État. Et donc je me tourne vers Antoine Troès, qui, représentant la Caisse des dépôts, la Banque des territoires, on a coutume de dire que c'est le bras armé de l'État. Mais donc, comment est-ce qu'on conduit ces chantiers en ayant un regard à la fois global, mais c'est la particularité de la Banque des territoires, en sachant aussi les décliner de manière locale. Et juste pour prendre un exemple, l'hôpital est en crise, paraît-il. Êtes-vous sûr, sommes-nous sûrs que ceux qui font de la prospective à 10 ans ou 15 ans au ministère de la Santé ont intégré ce que le développement de la e-santé, de la télémédecine peut changer en termes de besoins en médecins, besoins en hôpitaux. Même chose d'ailleurs pour ceux qui prévoient les autoroutes de demain. Est-ce qu'ils se posent la question de savoir ce que le télétravail peut modifier demain en termes de besoins simplement en infrastructure de transport ? Bonjour à tous. Effectivement, bras armé de l'État. La Caisse des dépôts, la Banque des territoires, avec un ADN évidemment d'intérêt général. Et donc, l'essentiel de mon propos va être sur ce lien entre tech et intérêt général. On parle de tech for good. Moi, je réfléchissais à la tech for bad aussi déjà. Puisqu'évidemment, amélioration de la qualité de vie, des usages, la santé, on va en parler. Les principaux sujets, on en a parlé dans la table ronde précédente, dépendance, exclusion, on parle d'inclusion numérique, donc d'exclusion, de fracture territoriale, harcèlement, incitation à la haine, etc. Donc, enfin, globalement, pour réagir, nous, on a un poste d'observateur où on observe le social washing aussi, ou le tech washing, ou le green washing. Et tant que ce n'est pas une transformation profonde des business models, je ne suis pas complètement d'accord avec ce que vous disiez quand vous disiez toute entreprise, aucune entreprise peut faire du tech for bad, va pas
Mais Au départ, fait, quand on lance une globalement, boîte, on se dit pas tiens, si je faisais du mal à la société, voilà. s'il y avait un Mais- impact très négatif, Eh bien, ce serait génial. Eh bien, globalement, Il me si semble vous pas. regardez Après, les certains business utilisateurs, par models, contre, voilà, peuvent si vous détourner regardez certains des features. business models, Ça, je ne c'est suis différent. pas persuadé qu'il n'y ait pas ça. Alors, nous, qu'est-ce qu'on peut faire La Caisse des dépôts, l'action publique. En fait, on peut s'intéresser à tous ces sujets, essayer, soit avec les moyens publics, de les pousser, soit d'inciter les acteurs privés à également s'intéresser à ces sujets et donc venir un peu en catalyseur. On le fait sur 3 sujets qui nous paraissent essentiels, sur les infrastructures numériques, parce que c'est quand même la base de la non-exclusion. La France, peut-être de manière un peu colbertiste, mais parfois ça a du bon, a un plan très haut débit avec un objectif de 36 millions de prises à horizon 2025. On est parti un peu tard, comme souvent dans ce pays, mais quand on regarde les progrès qui sont faits, je ne suis pas persuadé qu'on arrive les derniers, et surtout qu'on arrive à un taux de couverture qui soit justement, comment dire, réponde à l'objectif social de couverture des territoires les plus fragiles. Petite question, Antoine, vous savez quel est le premier territoire fibré de France? Le premier, non, pas exactement. Mais L'île de la Réunion. Ce qui veut dire que dans l'océan Indien, on est mieux équipé. Absolument. Dans l'océan Indien, on est mieux équipé qu'en métropole. Alors, je reviens justement des Antilles et je n'étais pas persuadé d'avoir vu ça. C'est pas l'océan Indien, voilà. l'île de la Réunion. Voilà, mais je voulais parler si on parle des dom-toms, je connais encore un peu la géographie, mais vous voyez, on est à Saint-Martin pour le fait de remettre le réseau, et c'est extrêmement compliqué. Et sans action publique, en fait, il n'y aurait pas grand-chose. Sur les infrastructures numériques, donc le plan très haut débit, si on prend quelques chiffres, il y a quand même sur 36 millions de locaux connectables sur le papier, il y en a 16 millions qui ne seraient pas connectés si on laissait que, je dirais, les forces du marché opérer. Donc il y a un système qui a été conçu, qui sont les zones d'initiative publique, dans lesquelles des acteurs privés et publics comme nous intervenons. Et la Banque des Territoires, au global, va s'occuper de financer à peu près 10 millions de locaux sur 36 millions. Ça, c'est un sujet direct d'exclusion numérique. C'est aussi, parce qu'il faut toujours penser aux impacts indirects. Quand on connecte les aspects de tech avec, par exemple, la transition énergétique, quelqu'un qui pour travailler n'a pas besoin de se déplacer et donc peut aller dans du coworking, peut travailler à domicile. Le sujet de la connexion très haut débit est effectivement la base du système. Donc là aussi, alors le secteur du numérique, et on le sait, est un secteur qui est en plus forte croissance pour les émissions de carbone. Mais d'un autre côté, il y a certains sujets d'infrastructures numériques qui permettront dans le futur d'éviter du carbone. Donc ça, c'est important de le rappeler. On travaille également sur tous les services numériques à usage du citoyen. Donc ça va, c'est une palette très très large. Et là, on n'a évidemment pas l'arrogance de tout vouloir faire. On essaye d'aller là où on peut. Par exemple, on est sur les sujets de participation citoyenne qui sont très importants dans l'espèce de démocratie directe qu'on a aujourd'hui. On a avec une petite start-up qui s'appelle Cap Collectif, en fait, permis l'animation du grand débat. On est sur les sujets de Smart City. On accompagne un programme qui s'appelle Cœur de Ville. 1800 villes moyennes en France, 222 qui sont vraiment sur la pente déclinante. Alors j'espère que les maires de ces cœurs de ville me tiendront pas rigueur sur ces propos, mais bon, ce sont des faits. On accompagne ces sujets. Certaines de ces villes, vous savez, un peu comme dans les zones un peu compliquées, se projettent tout de suite dans une modernité. Et en fait, ce sont les villes les plus dynamiques sur les sujets de Smart City. Et certaines de ces villes ont décidé, et on les accompagne là encore, sur des sujets de collecte de données citoyens, mais aussi de collecte de réseaux. Et puis là encore, en effet positif, l'optimisation des réseaux, qu'ils soient d'eau, de chaleur, de tout ce que vous voulez, le réseau d'éclairage urbain. Là aussi, on est sur de la technologie, je dirais, au service du bien. Enfin, dernier sujet qui revient à l'inclusion numérique, la numérisation des services publics. C'est un point essentiel dont on voit les 4 points qui sortaient du grand débat. Il y en avait un, c'est le sentiment d'abandon par l'administration. On sait que l'administration, alors avec un grand A, a prévu une bascule quasi totale à horizon 2022-2023. Comment vont faire les gens les 13 millions de Français, 20% de la population, qui n'ont soit pas accès au numérique parce qu'il n'y a pas les infrastructures, soit en fait sont connectés mais ne savent pas se connecter par besoin de formation. Là encore, on essaye d'accompagner un peu tout, donc des faits concrets, à la fois le dispositif de Maison France Service,
Alors ça, c'est pas de la technologie, hein, ça c'est juste des lieux physiques, même si justement on a prévu pour les gens qui se sentent éloignés du service public, mais savent accéder au numérique, on a prévu tout un tas de dispositifs. Et puis il y a le sujet de la formation sur lequel je voulais parler. On accompagne énormément d'écoles, qu'elles soient de codage, qu'elles soient d'accès au numérique. Je voudrais citer Simplon, qui a un réseau de à peu près 70 écoles en France. Et qui, si je ne m'abuse, nous fait une très belle annonce aujourd'hui avec Cédric O. Exactement, voilà. Et je voulais saluer les fondateurs. Et si vous avez le temps de passer à leur siège, entre guillemets, enfin en tout cas leur fabrique à Montreuil, c'est excellent. Dernier point, et je rends la parole au débat. Je pense qu'au global, sur responsabilité sociale et environnementale, en fait, quasiment tout est lié. La technologie pour la consommation des bâtiments. Moi, je viens du monde de l'énergie avant la Caisse des dépôts. Le sujet de la transition énergétique en France, c'est énormément un sujet de consommation des bâtiments. On peut mettre la technologie à l'usage de ça. Il y a tout un tas de technologies qui sont en train de se développer. L'industrie 4.0, là encore, est un sujet majeur. Le sujet de la mobilité, on accompagne tous les sujets de masse, Mobility as a Service, sur lesquels on accompagne tout un tas de startups, mais aussi de startups qui vont aiguillonner les grands groupes. C'est là où je dis que nous, le public, on essaye d'aiguillonner le privé. Donc des petites startups qui arrivent, qui développent les futures applications de demain pour la mobilité, qui viennent aiguillonner la SNCF, Transdev, tous les acteurs, Keolis, etc., qui font énormément de choses, là encore. Voilà, donc en conclusion, moi je pense la Tech for Good, c'est faire progresser les infrastructures et les services au bénéfice de tous, et non pas il y en a pour les riches et il n'y en a pas pour les pauvres, entre guillemets. Voilà, c'est ça la logique d'intérêt général qui nous amène. Merci beaucoup, vous avez parfaitement développé l'action effectivement de la Caisse. Je note quand même que vous n'êtes pas vraiment revenu sur ce sujet un peu de prospective et de construction de la société digitale pour demain, mais ça on y reviendra. Je ne vais pas y revenir si vous voulez. Mais on vous y conduira de toute façon. Auparavant, juste revenir vers l'entreprise et une entreprise du secteur des médias, une entreprise de production, la Gardère Studio. Du coup, Virginie Lafleur, est-ce que vous pouvez nous dire à la fois comment ça se traduit, ce Tech for Good, dans le volant, disons, RSE, qui est responsabilité sociale, RH, qui est sans doute le moins original, enfin, ou en tout cas le plus... ce qu'on a le mieux dans le viseur, mais aussi comment on fait en sorte qu'une entreprise de production, elle devienne écologiquement responsable. Alors, un premier constat, c'est que nous produisons des contenus qui sont vus par le plus grand nombre. Nous avons donc une responsabilité qui est de produire des contenus qui passent des messages, de bons messages, mais au-delà de ça, il faut se poser la question de comment on produit ces contenus. Parce que c'est bien de donner des leçons, de faire des recommandations, mais si nous-mêmes, nous ne sommes pas vertueux sur la manière dont nous produisons ces contenus, c'est un sujet. Le déclic a eu lieu pour nous sur la partie environnementale, la partie sociétale. On l'avait eu il y a déjà plus de 10 ans, mais sur la partie vraiment environnementale, on l'a eu lors d'un classement de Carbone 4 qui indiquait que l'industrie de la production audiovisuelle était la 11e industrie la plus polluante. Et pour nous, ça a été un électrochoc. Et on s'est dit comment on peut modifier nos usages, nos manières de fabriquer, etc. Et donc là, on s'est mis en ordre de marche. Et on a essayé de trouver, de changer nos prestataires, de changer nos habitudes, de former et de sensibiliser nos collaborateurs à des pratiques plus RSE compatibles. Voilà, et c'est un sujet qu'on travaille encore au quotidien. Il est difficile d'identifier les bons prestataires, en tout cas sur notre secteur. Il manque un espèce de vadémécum, un partage qui pourrait être entre producteurs, diffuseurs, distributeurs, etc. Donc on s'attache à essayer de mettre en œuvre des pratiques qui soient et sur des émissions de flux et sur de la fiction. Et vous avez pu chiffrer déjà les progrès que vous avez réalisés ? Oui, notamment sur 2 programmes. Un programme de fiction qui s'appelle Clem, qui est produit pour TF1 par Merlin.
et un autre programme qui est Ça commence aujourd'hui, qui est produit par Réservoir Production pour France 2. Et il y a plein de chiffres. Alors, je ne sais pas si ça peut paraître anecdotique par rapport à ce qui vient d'être dit, mais par exemple, sur Ça commence aujourd'hui, la réduction, on a 2800 invités par an sur des plateaux qui passent des journées entières sur des enregistrements. Ça représente des centaines de milliers de gobelets, de bouteilles d'eau individuelles, etc. Comment on arrête tout ça? Comment on réduit notre impact? C'est aussi en termes de technologie, de passer les plateaux 100% au LED. De faire attention au tri des déchets, notamment lorsqu'il y a sur les fictions des tournages en région. Voilà, c'est multiple. Et ça donne des idées de business model, si tu me permets 2 secondes, prie. par exemple, comme pour de jeunes startups comme Sequoia, par exemple, qui est justement une startup qui va aider les producteurs sur les tournages à réduire leur impact carbone et à bien respecter la loi, notamment en matière de plastique et d'utilisation du plastique. Virginie, encore. Virginie puis Benjamin. Alors, il y a un enjeu quand même qui est... Enfin, pour l'instant, au sein de la Gardère Studio, on a surtout essayé d'être malin et de se débrouiller par nous-mêmes, parce que passer par des structures comme celle-ci, qui sont ultra vertueuses, ça a un coût que les producteurs, à ce jour, ne peuvent pas prendre à leur charge. En tout cas, il faudrait que ces coûts puissent être partagés. Pour un ordre d'idée, on avait demandé à Sequoia de faire un devis, ça représentait 40 000 euros. Bon, sur une production, sur un tournage, démultiplié par le nombre d'heures de production que l'on a chez la Gardère Studio, ce serait voilà, impossible. Donc pour l'instant, on essaie d'être malin. On aimerait être encore plus ambitieux. Ça reste compliqué, mais voilà, c'est une question d'énergie et on sent qu'il y a vraiment une émulation saine et positive qui se crée au sein des collaborateurs. C'est d'autant plus méritant, je trouve, qu'on travaille avec beaucoup d'intermittents. Donc il y a un turnover énorme avec les personnes avec lesquelles nous travaillons, et donc il faut souvent recommencer ce travail de conviction, parce que vous disiez tout à l'heure, c'est souvent de la com. Il y a peut-être une partie de com, mais c'est aussi surtout, je crois, de la conviction. Il faut avoir la conviction qu'on peut changer les choses. Et c'est ça qu'il faut faire au quotidien, en fait. La vertu a donc un coût, Benjamin. Oui. Deux réflexions. C'est vrai que les entreprises font beaucoup d'efforts, qu'elles le fassent par, je dirais, par pragmatisme, par raison ou par conviction. À la limite avec la maturité, donc ça va plutôt bien. Attention qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence avec certains qui font beaucoup moins d'efforts. Et alors, pour remettre le pavé dans la mare, les startups ne sont pas les plus vertueuses. Et donc, et même dans les licornes, dans la manière dont on traite notamment les plateformes qui utilisent des travailleurs indépendants, eh bien, il y a parfois des pratiques qui sont que aucun grand groupe ne se permettrait aujourd'hui de faire. Et sous couvert qu'il y a l'innovation débridée, sous couvert que c'est le futur de l'innovation de la France, parfois on tolère un certain nombre de choses. Ce mouvement est en train de rattraper, c'est-à-dire en d'autres termes, la maturité des startups après 25 ans est en train de les obliger à avoir le même niveau de responsabilité et d'engagement que les grands groupes. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, ça rattrape même les GAFA, puisque Google, qui évidemment s'est pensé très tôt sur sa consommation énergétique, qui utilise de l'énergie verte, dont on sait que c'est simplement de l'achat de certificats d'énergie verte, parce que l'électron lui-même n'a pas d'odeur et n'est pas forcément vert. Je l'ai même pas du tout. Voilà. Donc aujourd'hui, ce mouvement-là, il est en train de naître au sein même de la population de Google, enfin des salariés de Google, qui demandent non plus que ce soit de l'énergie avec des certificats verts, c'est-à-dire en façade verte, mais que ce soit vraiment de l'énergie qui soit produite par des centrales vertes. Donc en fait, on voit bien que c'est un mouvement de la société, et que même ceux qui ont un projet, ont une mission, ont une croissance, ont quelque chose qui finalement permet d'engager les collaborateurs, et bien je veux dire, ça les rattrape aussi. Ça les rattrape aussi, et aujourd'hui, plus personne peut s'en exonérer. Et donc c'est plutôt un bon mouvement. Deuxième réflexion, parce que j'avais un point quand même sur l'histoire de l'inclusion numérique, c'est que là, on est tous dans cette salle, on sait tous utiliser le numérique. Est-ce qu'on a la certitude que dans 20 ans, on saura toujours le faire? C'est-à-dire, en d'autres termes, est-ce qu'on n'est pas tous des exclus du numérique en puissance?
c'est une histoire en fait d'âge, c'est une histoire de maturité, c'est une histoire de vitesse de technologie. Donc en d'autres termes, ça impose quand même une forme d'état d'esprit que tout un chacun doit avoir, ou avec l'effort que ça demande, que finalement de rester dans une forme de course, parce que sinon, aujourd'hui, on peut être tout à fait au fait de tout ce qui se fait et donc ne pas être exclu, mais dans 20 ans, par rapport à tout ce qui va se passer, si on s'arrête aujourd'hui, je dirais, il y a un risque de se retrouver un peu sur le bord de la route. Donc il y a évidemment tout ce que font les entreprises, tout ce que font les pouvoirs publics, c'est nécessaire, ça va dans le bon sens, etc. Mais il y a ce que font aussi les individus pour rester dans la course. Un mot juste d'ailleurs sur Google. Je lisais ce matin que le service de jeux vidéo qu'ils ont lancé en streaming, Arcadia, qu'ils ont lancé hier, était encore plus gouvernant. Pour Google. Pardon ? C'est Stadia pour Google. Pardon, Stadia était encore plus gourmand en débit que ce qu'on avait prévu. Et il se trouve que j'avais lu il y a quelque temps qu'un mail d'un méga, c'est, je crois, 10 grammes d'équivalent carbone. Ce à quoi on ne pense peut-être pas toujours suffisamment, y compris pour ceux qui sont dans la salle actuellement et qui font leur correspondance. Bref, mais plus globalement, vous parlez tout à l'heure, Antoine, de formation. Et enfin, il y a formation et information. Aujourd'hui, dans la vie courante, qu'on soit salarié, qu'on soit responsable public et encore une fois avec une charge d'anticipation, c'est souvent très compliqué de savoir laquelle des deux pratiques est la plus vertueuse. On parlait par exemple, savoir s'il vaut mieux faire un rendez-vous dans Paris ou le faire en visioconférence. Là, je pense sauf à le faire, à s'être déplacé en métro, à vélo, je pense que le choix est plutôt pour la visio. Mais enfin, vous comprenez, dans des choix du quotidien, c'est compliqué aussi d'avoir cette conscience. Complètement d'accord avec vous. Je pense pas. Enfin, il y a un mouvement qui me paraît impossible à influer. C'est les usages font évoluer les business models, donc les développements technologiques qui eux-mêmes font évoluer les usages, etc. On peut essayer de s'insérer là-dedans, de faire bouger les choses. Ça, c'est sauf à ne pas croire au progrès. Je me souviens d'un kiné il y a 10 ans qui me tendait le journal de la décroissance. Je ne suis pas sûr que... Enfin, moi, j'en suis pas persuadé que ce soit le modèle le plus vertueux. Parce que je pense, justement, quand on voit les progrès technologiques dans la santé, vous m'interrogiez tout à l'heure, je n'avais pas répondu sur tout ce qu'on peut faire pour inciter les acteurs publics à aller travailler avec les acteurs privés dans la e-santé, dans la télémédecine, qui, justement, la télémédecine peut avoir un effet, si elle est bien appliquée avec les bonnes technologies, peut avoir un effet formidable à la fois d'accès à la santé, bon diagnostic, et puis aussi d'éviter de se déplacer, et puis l'engorgement sur les médecins, etc. etc. Ce que je voulais dire, c'est que dans la logique prospective, pour vous répondre formation, information, je crois que tout ce qui va dans le bon sens, il faut le prendre, entre guillemets. C'est aussi bête que ça. Et après, comment on peut faire en sorte que le système bouge ? Et là, je voudrais rebondir sur les propos qui sont tenus. On a soit les entreprises qui peuvent s'emparer des sujets tout simplement parce qu'elles ont cette conviction, aussi parce que leurs consommateurs, leurs clients les font bouger. On a les États et tous les acteurs publics qui peuvent soit injecter des moyens, soit aussi résoudre par la question de la fiscalité, de la coercition ou de la réglementation. On parlait de la régulation. Je voulais faire un petit clin d'œil. On est le premier actionnaire de Quant. Ok, Quant, c'est ultra décrié. Quant, avec quelques dizaines de millions d'euros, on essaye de faire bouger un peu les choses. Alors, on ne fera jamais Google en face de Quant. Mais on essaye de faire évoluer deux, trois sujets. Voilà, ça, c'est des convictions. C'est des convictions. Donc, il y a la fiscalité, il y a la régulation, il y a aussi, le côté, et c'est là que je voudrais le lier au social washing. Le côté, j'allais dire, excusez-moi du terme anglais, compelling que se donnent les entreprises quand elles font quelque chose. Quand c'est à côté de leur business model, un peu de compensation, quand on le disait, bon, très bien, mais on sait tout ce que ça vaut. Quand elles disent, je vais changer mon business model et je m'oblige à le faire, et il y a des initiatives comme ça, je ne sais pas si vous avez remarqué le lancement de l'initiative Before IG. On peut penser ce qu'on veut, mais là, les entreprises ont pris des engagements juridiques précis sur la transformation de leur business model. Ça, c'est des choses qui, à terme,
feront bouger les lignes. Voilà, donc il y a tout un Mais tas sur de palettes lequel de il faut solutions. avoir aussi, en parlant d'anglicisme, il faut être accountable, c'est-à-dire qu'il faut ensuite avoir vraiment des Exactement, gens qui vont pouvoir aller exactement. vérifier que ces Exactement. mesures aient été mises en place. Et- Sur cette question-là, justement, je voudrais Et c'est faire d'ailleurs pour rebondir. ça qu'on a rejoint cette initiative. C'est parce Complètement, qu'on absolument. pense pouvoir un peu jouer ce rôle aussi. Heureusement qu'on le pense, heureusement qu'on a de l'espoir quand on signe ce type d'initiative au départ. Philippe, justement, je voulais vous faire rebondir parce que quand on est une ONG comme Respect Zone, est-ce qu'on peut faire partie justement de, si j'ose dire, ces corps armés qui vont pouvoir mettre ces entreprises devant leurs responsabilités? Une entreprise, elle a besoin aussi de pouvoir être éclairée aussi par des forces qui sont indépendantes. Parce que c'est compliqué de s'auto-conseiller, très très compliqué. Et ce qu'on tente de travailler, non seulement avec les entreprises, mais aussi avec les associations d'entreprises, il y en a qui sont ici présentes, avec les marques notamment, et il y a plusieurs logos qui sont ici affichés, qui sont déjà partenaires de notre initiative. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que la communauté des entreprises a une force. La force, par exemple, de pouvoir créer de l'engagement par la signature de chartes. Et l'autorégulation, qui n'a pas encore été un mot qui a été prononcé, aujourd'hui a encore plus de souplesse que toutes les régulations. La LCEN, par exemple, elle a mis 5 ans à être mise en place. C'était elle-même une transposition d'une directive. La loi Avia, elle va prendre du temps. La loi audiovisuelle, vous en savez tous quelque chose, il y en a encore pour 12 à 18 mois. Et le temps que le texte soit écrit, tout a changé. On l'a vu avec la chronologie des médias. Hein. À peine elle a été signée, l'encre est à peine sèche, qu'elle est déjà obsolète. Et donc c'est pour ça que l'auto-engagement est très important. Et pourquoi ? Parce que lorsqu'on est une marque, lorsqu'on est une entreprise, on a un impact numérique et que l'on mesure. Hein. C'est pour ça qu'on a fait plusieurs études avec Dentsu pour voir comment est-ce que les marques aussi impactent sur le caractère de la violence ou de l'absence d'une modération. Et ce qui est tout à fait choquant, c'est que, alors tout le monde parle de la modération, Facebook en a parlé dans la vidéo, elle est essentiellement faite à la mano, hein, plutôt que, parce que c'est compliqué 35 000 de personnes, modérer. Soli. Oui, ce qui prouve bien que la science et l'innovation ne peut pas tout, puisqu'on est sur des zones grises, on n'est pas sur des zones binaires. C'est pas comme avec la pédopornographie, où c'est oui ou non. Ici, c'est zone grise, au sens où on est sur de l'appréciation qui est liée aussi à la culture, au système juridique, à l'époque, etc. Lorsqu'on est une entreprise, on se doit aussi de pouvoir avoir un impact sur ses propres salariés. C'est-à-dire comment est-ce qu'on attire déjà des salariés ? Aujourd'hui, c'est très compliqué d'aller les attirer si on n'est pas capable de leur expliquer qu'on crée de l'impact positif. Donc c'est aussi un facteur de l'attractivité de nos entreprises pour recruter les talents. Et il n'y a aucune marque ou entreprise aujourd'hui qui peut s'absoudre d'avoir envie de pouvoir atteindre ses consommateurs. Et pour les atteindre aujourd'hui, il n'y a pas d'autre solution que d'échanger une conversation au sens large, avec son public, avec ses prospects, etc. Et lorsqu'on est sur la conversation, on est sur le risque de l'atteinte à la réputation, de l'hyperviolence. Et c'est en cela que notre travail, c'est un travail amont. C'est pas juste effectivement ce que vous disiez très bien, le fait de faire des patchs ou d'acheter des labels. C'est avoir des vrais KPI, c'est-à-dire le fait que un directeur, un manager, s'il n'a pas dans son année accompli des gestes qui correspondent au respect d'une charte sur des engagements qui sont liés à la lutte pour être plus green, comme votre micro, ou être plus modéré, ou être plus sur la non-violence, eh bien, il n'aura peut-être pas son bonus, par exemple. Et ça ce qui fait partie des arguments qui parlent à tout le monde sur comment est-ce qu'on évalue les gens. C'est vrai que si on évalue les gens comme il y a 40 ou 50 ans, avec une rétribution qui n'a pas pris dans son ADN l'importance éthique de l'engagement de l'entreprise en tant que collectivité, on rate une chose. Alors ce qu'on essaye de pouvoir offrir, ce sont des outils qui aident et qui ont été inspirés par d'autres matières, des matières qui sont aujourd'hui assez mûres. Vous avez parlé à un moment donné avec la table ronde précédente du RGPD, c'est-à-dire de la protection des données personnelles. Aujourd'hui, ça ne fait plus débat. Aujourd'hui, on sait, puisque c'est même ce qui a été dit, on est même imité au-delà de
L'Atlantique, aujourd'hui, les données personnelles, c'est important, il faut les protéger et y prendre garde. Et bien, ce qu'on tente de faire, et on l'a fait avec des groupes comme TF1, par exemple, et bientôt sûrement avec vous, avec Lagardère, c'est de pouvoir travailler sur ce qu'on appelle le respect by design, c'est-à-dire faire un travail amont. Et c'est-à-dire de faire en sorte que dès lors qu'on lance un produit numérique, une fonctionnalité, dans le design, dans le cahier des charges de tous les codeurs, c'est pour ça que c'est bien qu'on travaille avec les écoles comme Simplon, on est dans le design et dans la philosophie du codage, l'idée que le respect de la dignité humaine compte plus que tout. Et ça, c'est une chose que l'on peut faire d'une manière amont. Donc, par exemple, si vous allez sur tous les sites TF1, Historia ou Ushuaïa TV, etc., vous verrez toujours le petit logo, surtout à côté des zones de conversation. Donc ça veut dire qu'avant d'aller envoyer, on offre une possibilité de se poser la question de la réflexion avant de l'envoi pour développer une éthique de la responsabilité. Peut-être, puisque vous parliez, Philippe, à l'instant de la façon de sensibiliser, mobiliser les salariés, peut-être, Virginie, puisque tu disais, toi, à l'inverse, tout à l'heure, que quand on travaille en plus avec beaucoup d'intermittents, c'est compliqué, vous avez quoi comme outil pour informer, mobiliser, sensibiliser ? Ou quels sont les relais pour le faire ? Alors, déjà, il y a des pratiques qu'on a mis en œuvre au sein de nos locaux. Tout simplement, on sait que dans la production audiovisuelle, il y a énormément de technologies, il y a eu énormément d'évolutions technologiques. On a décidé depuis, c'était en 2015, de rassembler toutes les sociétés de production qui étaient éparpillées un petit peu partout dans Paris, de les mettre toutes à un même endroit et de mutualiser, par exemple, les salles de montage, de mixage, etc. Et donc de partager la technologie entre 21 structures plutôt que de démultiplier cette techno. Ça, c'est un premier axe. Le deuxième, oui, effectivement, il y a cet éparpillement de notre population qui est due à l'intermittence, mais en fait, il suffit de trouver des ambassadeurs et qui vont capillariser un petit peu la bonne parole au sein des différentes structures. Et on arrive à faire changer d'avis même ceux qui étaient les plus rétifs à ces changements. Et parfois même, on a de très bonnes surprises, puisqu'on a notamment sur les directeurs de production, les premiers discours, c'est « mais tu te rends pas compte, c'est très chronophage, c'est très compliqué ». Et c'est vrai, quand on essaie de rentrer dans Carbon Clap et de rentrer toutes les catégories et cocher toutes les cases, on se dit mais c'est mission impossible, nous n'y arriverons jamais. Et puis finalement, ces mêmes directeurs de production aujourd'hui sont les mêmes qui fouettent leurs équipes en disant alors on en est où, est-ce qu'on a progressé sur le sujet, et qui sont ultra satisfaits et qui m'appellent maintenant spontanément, je n'ai plus besoin de les solliciter pour m'annoncer des bonnes nouvelles. Comme cette semaine, Réservoir Prod qui me dit ça y est, on a atteint le quota de 91% de déplacements en train plutôt qu'en avion sur tous les trajets que nous faisons faire avec nos invités dans nos émissions. Voilà, donc c'est Très rapidement, Benjamin, ce sera le mot de la fin. Deux choses. Tout ça renvoie quand même beaucoup à la réputation des entreprises et à la réputation des institutions, parce que on sait qu'elle fait aujourd'hui, elle est presque comme un cours de bourse qui agit. Et donc, effectivement, il y a peut-être une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, aller travailler chez un pétrolier ou chez un cigarettier, c'était peut-être un parcours royal pour un jeune diplômé. Aujourd'hui, évidemment, on ne se pose plus la question. Voilà, plus personne n'accepte ça. Et donc, on se retrouve finalement à avoir une réputation qui vient agir comme un garde-fou ou une manière de flécher un peu les parcours pour les jeunes diplômés, pour les clients. Et ça, c'est extrêmement fort. Et donc, le corollaire de ça, et vous l'avez très bien fait, puis vous agissez très bien dans cette logique-là, c'est que viennent de nouveaux corps intermédiaires. Et en fait, ce qu'on appelait avant des ONG deviennent en fait des corps intermédiaires qui viennent apporter une forme de vue, je ne dis pas de contrôle, mais une sorte de vigie, justement, sur des thématiques. Et ça, c'est très nouveau et c'est très intéressant. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, comme dirait l'autre. Merci infiniment à tous les quatre, Virginie Lafleur, Benjamin Grange, Philippe Cohen et Antoine Troèche pour ces échanges.